Gilbert, on va parler de ce qu'on appelle les tue-l'amour qui peuvent gâcher le plaisir sexuel. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous avez un tue-l'amour, un truc qui vous dit « Ah non, je ne supporte pas ça ». Les odeurs corporelles, moi j'ai du mal. Odeur corporelle, Ouais. ouais, je suis assez d'accord. Clémentine? Non, moi, la sueur, je trouve ça assez érotisant. Les chaussettes, je me vraiment... Non, parce qu'il y a aussi quelque chose de fulgurant dans l'acte sexuel. Alors, on se fiche de ce que son partenaire a des chaussettes, non, vous ne croyez pas? Donc elle fera partie de la deuxième moitié du classement des très bien, meilleurs tue-l'amour, ou des pires plutôt. La tue-l'amour. chaussette? Non, le comportement, parce que vous disiez... En fait, le premier qui arrive en tête, c'est l'hygiène. C'est vraiment les odeurs, les ongles sales, etc. C'est celui qui arrive en premier. D'accord. Oui. Oui. Ensuite, on a plus du comportement, par exemple les mauvaises attitudes, manque d'attention, manque de séduction. L'utilisation du téléphone au lit rentre aussi dans le top 5. J'aurais même pas pensé. L'ambiance peu propice à la légèreté et à la liberté. Et Ça, le fait tu de parler de connais. son ex, etc. Bref, il y a toute une liste. Parler de son ex, mais quelle idée. Et pourtant, ça paraît Attends, j'appelle évident. mon ex, je suis à toi tout de suite. Ça, c'est Je sûr. vais lui demander. Ouais. En fait, ça paraît évident, mais bon, ça vaut toujours le coup de le rappeler. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille au-delà de la chaussette au roquefort et la laine à l'ail et de parler d'erreurs qu'on peut commettre dans toute bonne foi et qui sont directement liées au fonctionnement de la sexualité. Alors on va débuter avec ce qu'on appelle les préliminaires. Commençons par les préliminaires qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut surtout pas faire sous la forme de préliminaires, c'est-à-dire quelque chose qui précède ou qui prépare quelque chose de plus important qui va arriver ensuite. Ça, c'est la définition. C'est la définition dans le petit dictionnaire Robert, de la préliminaire. rousse, Exactement. Donc si on les fait en tant que préliminaire et non pas en tant qu'acte sexuel à part entière, ça va nous provoquer deux pièges. Le premier, c'est qu'on ne va pas en profiter pleinement puisque inconsciemment, on prépare et on attend les choses les plus importantes qui vont arriver après. Et aussi, on risque de ne pas y revenir ensuite pendant l'acte. Or, la sexualité qui suit un ordre précis, préliminaire, pénétration, jouissance, c'est une sexualité très bien adaptée à la reproduction. La sexualité qui ne suit pas un ordre précis est beaucoup plus fidèle à la sexualité plaisir. Enfin, on prend qu'une entrée au restaurant et on est très satisfait. Exactement. Qu'un dessert. Ou le dessert. Ou le dessert. Plutôt le dessert. Alors, il y a la définition, mais il y a également peut-être parfois un manque de connaissance du corps, son corps ou du corps de l'autre, qui peut expliquer Exactement. quelques petits Le manque de petites connaissance d'anatomie et de physiologie. Et je vais vous donner deux exemples. L'un anatomique, l'autre physiologique. L'exemple anatomique, on va parler du gland, que ce soit celui du clitoris ou plus tard du pénis. Vous voyez ici le clitoris, vous avez l'entrée du vagin ici, les branches internes du clitoris. Et la partie que vous voyez là, c'est la partie extérieure visible du clitoris, qu'on appelle le gland du clitoris, tranquillement sous son petit capuchon, c'est comme le prépuce sur le pénis. Cette partie du clitoris est très innervée et elle contient beaucoup de capteurs de sensorialité. Mais souvent, il n'y a qu'une petite zone, déjà que le clitoris fait que quelques millimètres, il n'y a qu'une petite zone de 1 ou 2 millimètres qui est vraiment déclenchante de l'orgasme. C'est ce que j'appelle moi la zone gâchette. Et cette zone-là peut être un peu en haut, un peu à gauche, un peu en bas. Et ça change d'une femme à une autre. Et comme elle est petite, ça explique pourquoi beaucoup de femmes disent « ça se joue à 1 millimètre près ». Ça veut dire que si on change la stimulation au moment où le plaisir est vraiment très entasse, très, très important, ça peut couper vraiment la dynamique d'arriver vers l'orgasme. Donc ça, c'est pour le clitoris. Et du côté du pénis, mode d'emploi. Alors, l'erreur au niveau du pénis est différente, puisque souvent on considère qu'un pénis, ça fonctionne. Les pénis, tous fonctionnent pareil pour donner du plaisir. Et pourtant, non, ce n'est pas comme une manette avec des boutons standards ou universels. Vous avez par exemple la couronne du gland qui est ici, le frein, le sillon entre le gland et le prépuce qui est à l'arrière, et la surface du gland. Tout ça, ça peut donner des sensations différentes d'un homme à un autre, et même des sensations qui peuvent aller de agréables à désagréables. Et les sensations peuvent varier avant ou pendant l'érection ou après l'éjaculation. Donc prendre le temps de découvrir tout ça permet d'améliorer le plaisir. Ça, c'est l'anatomie. Vous avez également des explications à propos de la physiologie avec des différences hommes-femmes. Exact. Surtout la montée de l'excitation. On a l'habitude de considérer que le plaisir sexuel fonctionne de cette façon. On a l'excitation qui monte progressivement. Et ensuite, elle arrive dans cette zone-là qu'on va appeler zone d'imminence de l'orgasme. Et ensuite, il y a un seuil de non-retour ou un point de non-retour. Si on dépasse ce seuil-là, on arrive dans la fameuse zone orgasmique. Sauf que ça, c'est bien adapté pour la sexualité masculine. C'est pour ça d'ailleurs que les hommes qui arrivent dans la zone d'imminence de l'orgasme, ça devient très difficile pour eux de se retenir d'éjaculer. Et s'ils dépassent le seuil, là, ils vont éjaculer, jouir,
peu importe ce qu'on fait, même si on arrête les stimulations. Chez la femme, c'est différent. Ce seuil de non-retour n'existe quasiment pas. Et la zone d'imminence est très fragile. Ça veut dire que si on arrive dans cette zone d'imminence et qu'on décide à ce moment-là de changer le type de stimulation qu'on est en train de pratiquer, ça peut couper complètement la dynamique de l'orgasme, même si on était très près. Pour résumer, Gilbert, en quelques mots, finalement, il faut bien connaître son anatomie et le fonctionnement de son corps et du corps de son partenaire. S'informer sur tout ça. Et puis j'aimerais terminer par une dernière erreur. C'est probablement la plus oubliée. C'est ce que j'appelle moi la rémanence sexuelle. Après un rapport sexuel, notre corps continue à sécréter les hormones du plaisir, de bien-être, détente, d'attachement. Donc ne pas profiter de ce que j'appellerais la pré-sexe, c'est comme quitter la scène de théâtre avant le dernier acte. La sexualité, vous retenez, se prépare, se construit avant les rapports sexuels, se vit pendant et se savoure après. Merci beaucoup, Gilbert. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction Saint-Étienne. Nous vous emmenons dans un service hospitalier unique en France. Pour être pris en charge, il faut être fatigué. Alors, pas une fatigue passagère après une mauvaise nuit, mais une fatigue écrasante, dont les patients ne parviennent pas à se remettre, souvent à cause d'une maladie chronique. Et vous allez voir que le traitement est étonnant. Reportage de Camille Leclerc, Julien Nativelle, Maureen Marion. Je m'appelle Amel, j'ai 44 ans et je suis ici pour pouvoir réduire ma fatigue. Amel est arrivée au bon endroit. Dans le seul service hospitalier en France où l'on traite la fatigue chronique. Difficile à décrire et encore plus à soigner, ces 3 spécialistes de l'activité physique en sont les experts. Donc parlez-moi de votre fatigue. Quand est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce qu'il y a des périodes dans la journée où vous êtes plus fatigué que d'autres? Alors dans la journée, c'est simple, c'est comme un portable. Je dis le matin, je suis à plein, je suis à 100%. Et après, à partir de 1h, il n'y a plus de batterie par contre. Et ça dure depuis 10 ans. Une vie au ralenti après une rupture d'anévrisme qui a entraîné une hémorragie dans son cerveau. Et moi, c'est beaucoup la fatigue cognitive. Alors, je ne me souviens pas quand je peux aller le voir avec les enfants. Je jure que après, je dis non, j'arrête et je vais aller me coucher. Tellement ça fait travailler le cerveau. J'ai l'impression qu'il y a ma tête qui va exploser. Alors, le brouillard cérébral, ça définit bien cette fatigue. Elle est moins décrite que la fatigue périphérique, que la fatigue musculaire. Mais je pense qu'elle est peut-être encore plus handicapante et elle limite encore plus les activités sociales. Le fatigomètre n'existe pas, mais cela n'a pas freiné ces experts. Après plusieurs années de recherche, ils ont mis au point une quinzaine d'outils de mesure. 3, allez, on serre le plus fort possible, encore. Ok, on relâche. L'objectif de ces évaluations, c'est de voir quel est l'impact de la fatigue chronique et d'apporter justement un traitement qui va être adapté. Les scientifiques cherchent à mesurer ce qu'entraîne la fatigue dans l'organisme d'Amel. Et on va faire 3 essais. On teste la force instantanée et l'endurance, là ça va être sur une bicyclette. On va tester la résistance à la fatigue et puis la santé du système nerveux autonome. C'est aussi le point de départ d'un parcours porteur d'espoir. Moi, ce que j'aimerais, c'est partir seule avec mes enfants un week-end. Alors leur montrer la maman que j'étais avant. Un peu folle.